L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur vos conditions météorologiques avec quelques pluies qui arrivent progressivement sur la région Hauts-de-France, mais des éclaircies tout de même qui devraient elles aussi être présentes. Et puis un point sur les conditions de circulation sur la métropole européenne de Lille. Quelques petits ralentissements commencent à arriver avec l'heure de pointe. Vous le voyez, le périphérique est de Lille est légèrement encombré. De même pour ceux qui reviennent de Paris pour arriver vers Lille. Ça commence également à ralentir. Et puis l'information du jour, c'est le démantèlement de la jungle de Calais en place depuis 2002 après la disparition du camp de Sangatte. Ce démantèlement qui est en place à partir de ce matin. Entre 6 500 et 7 000 migrants, selon les derniers chiffres, vont ainsi être redirigés vers les 450 centres d'accueil et d'orientation répartis en France. L'opération ordonnée par le gouvernement devrait tout de même prendre 3 jours. 3 000 migrants devraient quitter les lieux aujourd'hui. Les associations de défense des migrants se préparent au démantèlement, même si pour la plupart, cette décision n'est pas la bienvenue. Nous avons pu d'ailleurs rencontrer le président de l'association L'Auberge des migrants qui nous donne son point de vue. Notre association n'accompagne pas le démantèlement de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec les modalités. Nous sommes d'accord avec, à terme, la disparition de ce camp, mais pas avec les modalités qui ont été choisies par le gouvernement. Et je peux vous expliquer pourquoi. Nous serons présents parce que nous continuons notre travail de distribuer des vêtements, des chaussures, etc. à toutes les personnes qui seront encore là cette semaine. C'est pareil pour les maraudes, en fait, les associations qui le font, France Terre d'Asile, sont missionnées par l'État. Nous, on a fait notre propre information, mais sans lien et pas tout à fait sur les mêmes choses, avec quand même des contenus proches, mais que ce que fait le gouvernement. On prépare aussi l'après-démantèlement, parce que l'hypothèse qu'on fait, mais qui a été vérifiée toutes ces dernières années, c'est qu'il va y avoir encore des gens qui vont rester dans la région. Donc on va essayer de continuer à les aider, c'est notre finalité, sachant que ce ne sera pas facile, on ne sait pas où ils seront, et peut-être que la police même nous empêchera de le faire. Il faut quand même dire qu'il y a eu des arrestations toutes ces dernières semaines et il y en aura encore. Un certain nombre de personnes ici peut-être vont être arrêtées dans les gares ou sur les rues et peut-être sont expulsables pour certaines. Je pense en particulier à des déboutés de la demande d'asile, donc des gens qui ont demandé l'asile, qui l'ont pas eu et qui vivaient ici, qui survivaient sur le camp. Peut-être aussi des dublinés, c'est-à-dire des gens qui ont laissé leurs empreintes dans d'autres pays européens et qui donc seraient susceptibles d'être expulsés, sachant que les règlements Dublin, c'est qu'ils doivent demander l'asile dans ce pays et non pas en France. Et les images de rats par centaines à la prison de Sequedin ont émergé la semaine dernière, nous les avons diffusées et elles ont fait également le tour des télés nationales ce week-end. Un problème d'insalubrité qui a mené un des détenus à saisir la justice pour dénoncer les conditions de détention qu'il qualifiait dignes des années 1800. Le tribunal administratif de Lille, lui, doit valider ou invalider cette demande. Le problème, en tout cas, soulève celui de la solution qui devront être proposées, l'option de la dératisation étant la plus probable. Une opération toutefois difficile, comme le souligne cet expert que nous avions rencontré. C'est dans l'ensemble effectivement de vieux bâtiments. La difficulté, c'est de faire comprendre, de sensibiliser le public, de leur dire que évidemment les souris peuvent passer partout. En arriver à bout, c'est impossible, c'est une hérésie de dire ça. C'est la seule chose que l'on peut faire, c'est évidemment d'essayer de rendre le bâtiment le plus hermétique possible et ensuite de réguler. Notre métier, c'est de réguler. On ne peut pas éradiquer complètement, c'est pas possible. Il y a trop de population, un développement bien trop rapide et il y a beaucoup trop de voyages un petit peu partout des bestioles. Retour également sur la polémique engendrée par les dates des vacances de la Toussaint cette année. Un arrêt des cours survenu ce jeudi avec en pleine semaine la Fédération des conseils de parents d'élèves qui se sont tout de suite insurgés sur les incidences que cette date peut donner sur le bien-être des petits. Les parents d'élèves qui constatent également qu'entre les vacances de printemps et les vacances d'été, les maternelles et les primaires auront à avoir 12 semaines de classe sans congé, avec toujours beaucoup plus de fatigue donc cette année. Je vous propose d'écouter la responsable de l'association de parents d'élèves du Nord au micro de Céline Huret. On constate que là, effectivement, il y a eu cette semaine de classe et il y a 2 semaines de congé qui sont pas très pratiques parce que c'est du mercredi au mercredi, donc c'est vrai que c'est pas très pratique. En revanche, ce qu'on constate sur le reste de l'année, c'est qu'il va y avoir des périodes de 6 semaines de classe
pour 2 semaines de congé. Et le pire, ça va être entre la fin des vacances de printemps, qui va être fin avril pour les enfants de notre académie, et ensuite pour les maternelles et les primaires, qui ne sont pas concernés par le baccalauréat, le brevet des collèges, les examens, etc. Ils finiront la classe le 8 juillet. Donc ils vont avoir 12 semaines de classe sans congé. Et là, on sait qu'en fin d'année, les enfants sont fatigués, mais alors en plus, avec 12 semaines de classe, ils vont être très fatigués. On a l'impression que ce calendrier des vacances scolaires n'a pas été pensé pour les enfants, mais pour des raisons économiques, touristiques et autres. Et le portrait d'une femme qui a su conquérir le monde très masculin parfois de la cuisine. Anne-Sophie Bercé, chef pâtissière au restaurant gastronomique La Laiterie à Lambersart, est désormais reconnue dans le guide de renom Goemio. Ce soir, la native de Douai se verra récompensée par cette édition au titre de jeune pâtissière de l'année 2017. C'était il y a 1 mois et demi que cette jeune cuisinière a appris par téléphone qu'elle était retenue donc pour figurer comme titre de jeune pâtissière de l'année 2017. Une belle reconnaissance. Louis Caillé d'ailleurs a rencontré celle qui aujourd'hui régale les Lillois. On m'a demandé de signer le dessert pour la soirée de lancement du guide, donc qui se passe à Paris ce lundi. Du coup, je vais faire un dessert chocolat et cassis d'Avelin pour mettre en avant la région aussi en même temps. Je tiens à féliciter et à remercier énormément Charlotte Weyenberg, qui est mon apprentie, qui me suit au quotidien. Elle est avec moi depuis 1 an et demi maintenant. Et donc voilà, merci à toi Charlotte. Oui, on est ensemble. Oui. Je ne suis pas toute seule pour faire tout ça, justement. On a besoin de main-d'œuvre. Il n'y a pas de grand chef sans personne derrière, donc je tenais à la remercier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite pour faire un point complet sur la météo du jour et des journées à venir. Et également, on se retrouve pour faire un point sur le trafic routier en temps réel. Restez prudents sur les routes de la métropole lilloise.